Hola a todos. Bonjour à tous. Je n'ai jamais pensé que j'allais me sentir aussi chez moi que je le ressens. Maintenant, bonne nuit à tous. Je tiens à remercier les présents et les organisateurs qui ont rendu ce soir possible. C'est un honneur pour moi d'être ici et de recevoir le prix Titan pour la réforme économique ce jour-là. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un économiste qui a été honoré de la tâche de mener les destinations de mon pays. Tout au long de ma vie, j'ai été un amoureux de la théorie économique. Et les faits, la théorie et ma propre histoire m'ont amené à adopter les idées de l'école autrichienne d'économie et, en particulier, les idées de la liberté. En tant que tel, mon engagement envers les idées de liberté, c'est-à-dire avec la défense du droit à la vie, à la liberté et à la propriété, est incluable. Et le produit d'avoir vécu la majeure partie de ma vie d'adulte dans un pays consommé par le socialisme, honoré de cette distinction me remplit de fierté. J'ai déjà dit, à d'autres occasions, que le socialisme est une maladie de l'âme, qui attaque et corrode l'être humain dans ses valeurs fondamentales et si elle ne fait pas face à du temps, cela peut entraîner la misère comme cela s'est produit dans mon pays. Cependant, les majorités silencieuses se réveillent, et le produit de ce cours de l'histoire change. Aujourd'hui, je suis honoré de la distinction du titan de la réforme économique, et je dois dire que le titre est vraiment un succès, car la tâche que nous effectuons en Argentine il y a un an est vraiment titanique. Non seulement en raison de la dimension, de la complexité et de la profondeur des réformes que nous réalisons, mais aussi parce que nous devons lutter contre l'extorsion et le sabotage des intérêts d'entreprises enracinées dans le pouvoir de l'ancien régime. Par conséquent, je veux profiter de partager avec vous quelques idées sur ce que nous faisons, que certains appellent déjà le miracle argentin, mais aussi quelques erreurs de politique traditionnelle, car la bataille est longue et nous avons besoin des bons outils intellectuels pour le gagner. Premièrement, notre bataille est contre les idées du gradualisme. Les Argentins sont habitués à la déception, à la suite de vivre dans un pays infecté par le socialisme pendant 100 ans. Il y a eu des dictatures démocratiques et des gouvernements, mais la seule constante a été le collectivisme sous l'une de ses formes. Il y a également eu, c'est vrai, des expériences réformistes. Mais jusqu'à présent, ils avaient tous échoué. Aucun n'avait pu passer du socialisme apparent au capitalisme, rédemptrice des pauvres. Ce cycle d'illusions et d'échecs depuis des décennies a fait que de nombreux Argentins choisissent à émigrer s'ils avaient la possibilité, ou ils se contentent de survivre s'ils ne l'avaient pas. Cela a été répété tout au long du XXe siècle, avec la conséquence de la destruction de la richesse et du capital qui impliquait, caractérisant ce que nous avons appelé le siècle d'humiliation argentine. Les coalitions gouvernementales choisies pour mettre en œuvre des réformes ont rapidement échoué et le cercle vicieux a commencé. La question que beaucoup ont posée des décennies était: pourquoi les coalitions réformistes ont-elles échoué dans l'histoire argentine? La raison est simple. Jusqu'à présent, aucun gouvernement, à l'exception de Carlos Saúl Menem, si l'on le souhaite, avait été encouragé à appliquer les recettes de libéralisme de la présure. Et sans crainte, cela se produit par peur. Peur de perdre du soutien, de rupture des accords, de protestation sociale ou de perdre les prochaines élections. En effet, les politiciens, quel que soit leur parti, ont, comme le premier mandat, resté au pouvoir à tout prix. Ce n'est que plus tard qu'ils pensent à apporter les changements qu'ils avaient promis. De la même manière qu'un entrepreneur cherche à maximiser les actions de son entreprise, un politicien a un moteur principal face à autre chose: maximiser le temps qui est dans le pouvoir et la taille du budget qu'il gère. C'est à cause de cette peur de perdre le soutien qu'ils accueillent leurs idées pour les garder, de telle sorte qu'ils leur donnent une tranquillité, à tort, qu'ils resteront plus longtemps au pouvoir. En tant que tels,
Sous l'excuse, même ceux qui veulent apporter des changements ou des réformes optent pour des réformes de colorant progressives, qui finissent inexorablement par échouer. C'est intéressant et le paradoxe. Nous pourrions l'appeler le paradoxe du politicien réformiste, convaincu que la chose la plus importante pour un pays pour changer est sa permanence au pouvoir, ils produisent leur propre échec. Eh bien, nous sommes réformistes, mais pas politiques. Nous ne fonctionnons pas sous la prémisse que la chose la plus importante est notre permanence en puissance, mais pour nous, la chose la plus importante est de mettre en œuvre nos réformes. Nous gouvernons sans crainte, appliquant des mesures de choc pour générer la confiance dans la société et le marché. Non seulement parce qu'ils sont nos convictions, mais parce que les preuves empiriques nous accompagnent. À partir de 1952, tous les programmes de choc, en éliminant les 59, étaient étendus de l'activité et de l'emploi, et tous les programmes graduels se sont mal terminés. Deuxièmement, nous ne sommes pas d'accord avec l'ennemi. L'autre erreur que les politiciens réformistes s'appliquent habituellement est celle du consensus. La plupart des expériences réformistes entrent en collision avec une classe politique qui leur dit qu'ils devraient s'entendre avec eux. Cependant, si les politiciens confrontés à un représentent une idéologie opposée à la leur, ce qui a été la cause de tous les maux, il n'y a jamais et peut-être jamais la possibilité d'un accord. Il ne peut y avoir aucun accord entre le bien et le mal, car nous travaillons pour des intérêts antagonistes. Vous ne pouvez pas négocier les termes d'une réforme avec ceux qui vivent de conserver leurs privilèges. D'un autre côté, troisièmement, vous devez traiter simultanément, à la fois urgent et important. Nous supposons dans un contexte absolument critique, sachant que l'urgence a été stabiliser l'économie, mais que l'important était de désarmer le léviathan collectiviste qui avait été monté en Argentine au cours des 100 dernières années. Par conséquent, notre deuxième mesure en matière économique ne devait pas le faire avec les urgences, mais avec l'important. Le décret 70-23e a été le début d'un ensemble de réformes structurelles qui ouvrira nos marchés, nous rapprocheront du reste du monde et de ce qu'il fait déjà. Bientôt de ce décret, nous envoyons le projet base, qui représente ensemble une réforme de l'État 8 fois plus grande que celle réalisée par le gouvernement de Carlos Saúl Menem. Autrement dit, nous avons fait la plus grande réforme structurelle de l'histoire argentine, inversant 123 ans de déclin. C'est-à-dire que nous nous soucions non seulement de l'urgence, qu'il s'agissait de stabiliser l'économie, mais aussi d'incarner le projet de réforme le plus ambitieux de l'histoire de notre pays. Nous avons tout fait simultanément, car l'urgence n'est pas une justification pour reporter l'importance. Quatrième point, et surtout, très important à l'échelle mondiale, rétrécir l'État. L'idée que je veux vous quitter est de réformer l'État implique le retour du pouvoir qui a été renvoyé aux citoyens. Et la seule façon de le faire est de réduire l'État. Il n'y a pas d'autre. Je le dis en réponse à ceux qui préconisent un État important mais efficace. Je sais que cela peut sembler mignon ou bien intentionné, mais croyez-moi que lorsqu'un politicien leur dit qu'il veut un État efficace, il préconise de meilleurs mécanismes pour voler la richesse des citoyens. Le seul État acceptable est le plus petit possible, pour retourner aux contribuables ce qui vous appartient et met fin à la vente de faveurs. Il n'y a pas de meilleure méthode que d'éliminer la bureaucratie de l'État afin qu'il n'y ait aucune possibilité de vendre ses faveurs. La vie des gens ne peut pas être soumise aux critères d'un bureaucrate derrière un comptoir. La déréglementation est le seul chemin réussi, c'est le chemin de la tronçonneuse. Parce qu'un État qui arroge les tâches qui ne rivalisent pas finissent par briser ses responsabilités de base. Comme l'a dit Murray Newton Rothbard, l'inventeur de l'anarcho-capitalisme, plus la taille de l'État est grande, moins ils seront utilisés pour satisfaire les souhaits des consommateurs qui ont contribué à la production et plus de ressources seront utilisées pour satisfaire les souhaits des consommateurs qui ne produisent pas, c'est-à-dire les parasites.
les amis des politiciens. Enfin, même après avoir apporté tous les changements que nous avons apportés au cours de cette première année de gouvernement, qui a également été classée presque uniquement comme un succès absolu, car nous avons réalisé au cours de la première année à 0,8%. Nous avons réduit la pauvreté de 55% à 38% dans une année. Nous avons déjà des niveaux de meilleure activité et de croissance que lorsque nous assistons. Et nous venons d'être une année de gouvernement. De plus, le décret 70/2023 et la loi sur les bases n'ont été que la pointe de l'iceberg. Nous avons encore 3200 réformes structurelles à venir. Parce que notre objectif est ardu, mais simple. Nous voulons faire de l'Argentine le pays le plus libre du monde. Parce que nous savons que la liberté génère la prospérité. Parce que nous savons que nos idées fonctionnent. Parce que nous l'avons prouvé tout au long de cette année. Ce n'est que le début, le meilleur reste à venir. Et en plus, je tiens à remercier cette reconnaissance. Que Dieu bénisse chacun de vous et Argentins. Faisons de l'Argentine et des États-Unis, et que les forces du ciel les accompagnent. Vive la liberté, bon sang. Merci beaucoup.